Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du Parti de gauche, candidate pour la France Insoumise dans la 6e circonscription de Paris. D'abord, une réaction à ce qui se passe au Royaume-Uni. Il y a eu des élections législatives anticipées et Theresa May a perdu sa majorité absolue. Est-ce qu'elle doit démissionner, comme le demande ce matin l'opposition, Jeremy Corbyn ? Bien sûr, et moi je salue et je félicite Jeremy Corbyn qui a réussi une très belle remontée. Et on voit finalement que quand on a un discours extrêmement clair en faveur de la redistribution des richesses, de la conquête de nouveaux droits sociaux pour les travailleurs de ce pays, quand on s'oppose aux politiques d'austérité, eh bien on progresse électoralement. C'est la démonstration de Jeremy Corbyn que le peuple anglais ne veut pas de ces politiques à la Thatcher de Madame May. Ça veut dire qu'elle place son pays, Theresa May, en position de faiblesse là pour négocier le Brexit ? Écoutez, c'est surtout qu'elle a dans son discours une volonté finalement, certes, de sortir de l'Union européenne, mais non pas pour en modifier les politiques libérales et avoir la possibilité de sortir de l'étau de l'austérité. Au contraire, on est vraiment dans une spirale ultralibérale de la part de Theresa May. Vous avez félicité Jeremy Corbyn et sa remontée dans les sondages. C'est vrai qu'il a fait une remontée fulgurante en 7 semaines à peine de campagne. Je vous propose qu'on écoute Julien Dray qui s'est exprimé à ce sujet ce matin. Alors Julien Dray n'est pas tout à fait prêt, donc on va le retrouver dans quelques instants. On va parler des élections législatives. La France Insoumise est créditée de 12% des voix au premier tour, 11% dans un dernier sondage là. Combien vous espérez finalement de députés le 18 juin ? Non, je ne peux pas vous donner d'estimation. Ce qui me semble important, c'est vraiment que tout le monde comprenne qu'il ne faut pas laisser les pleins pouvoirs à M. Macron. M. Macron a l'intention, alors qu'il y a les élections législatives, eh bien de se passer du Parlement, ce qui montre déjà le peu de respect qu'il a pour ses propres candidats aux législatives, pour casser le Code du travail par ordonnance. C'est une réforme extrêmement grave, cette réforme du Code du travail. Parce qu'en voulant aggraver la loi El Khomri dans l'inversion de la hiérarchie des normes, ils veulent permettre que dans le cadre des accords d'entreprise, on puisse déroger aux conventions collectives, notamment pour l'action des salaires. Ça veut dire que vous pourrez, demain, si Macron a les pleins pouvoirs, il pourra permettre à des accords d'entreprise eh bien, de baisser nos salaires. C'est ni bon pour les salariés, ni bon pour les petites entreprises qui vont être mises dans une concurrence déloyale. C'est important qu'il y ait beaucoup de députés à l'Assemblée pour faire entendre votre voix, justement. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut donc le maximum de députés France Insoumise. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une... Donc il vous faudrait même un groupe, à la rigueur. Vous pensez pouvoir former un groupe ? Et la majorité. Il faut ne pas se laisser... enfumé par la petite musique d'un bon nombre de médias qui nous font de la macromania matin, midi et soir et font croire que c'est perdu. Et résultat, on voit que c'est dans les classes populaires que l'abstention risque d'être le plus fort quand les riches, eux, savent très bien où est leur intérêt puisqu'ils sont, eux, beaucoup plus mobilisés pour aller voter. Donc mon message aujourd'hui, c'est vous laissez pas enfumer. Ils vont tout casser, notre code du travail, nos petites retraites en augmentant la CSG. Ils vont en plus montrer une irresponsabilité écologique vu l'orientation très lobbyiste. Pourquoi vous n'êtes pas entendu finalement ? Parce que quand on regarde les sondages, on a l'impression qu'il y a une vague de la République en marche qui se profile et que finalement cette voix-là que vous faites entendre ce matin, elle n'est pas vraiment audible pour les électeurs. Il y a un article intéressant de M. Guénolé dans Marianne qui montre qu'il y a eu vraiment pendant le mois de mai un Mélenchon bashing très très différent et très violent de la part d'une grande majeure partie des médias, ce qui montre un vrai problème de pluralité. Et il y a eu en même temps, et ça les gens le constatent, une macromania quand même il n'y a pas des raisons à ce Mélenchon bashing ? Il n'y a pas peut-être la position prise par Jean-Luc Mélenchon entre les deux tours d'élection présidentielle ? Non, je ne pense pas que ce soit ça. Vous savez... quand vous regardez le taux de l'abstention et des votes blancs à l'élection présidentielle, tout le monde peut comprendre la volonté d'être rassemblé et de ne pas se faire piéger par la division où finalement tous ceux qui mettent des politiques ultralibérales qui font monter le Front National exploitent le Front National pour pouvoir se faire réélire et ne mènent jamais des combats contre l'extrême droite. Je remarque à ces élections législatives comme à ces élections présidentielles, il n'y a que la France Insoumise qui a mené des campagnes argumentées contre le Front National quand ceux qui nous faisaient la leçon le soir du premier tour de la présidentielle n'ont strictement rien fait. Il n'y a pas eu de prise de position très claire de Jean-Luc Mélenchon. Elle était très claire, pas une voix pour le Front National. Elle était très claire. Il n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron. Aucune des autres forces n'a pris des positions très claires contre le Front National. Ils n'ont strictement rien foutu sur le terrain pour lutter contre l'extrême droite quand nous avons arraché des voix à l'extrême droite. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que les institutions de la Ve République, eh bien, amènent à ce que l'élection présidentielle avec ce calendrier inversé,
eh bien, conduisent à finalement une dévalorisation de l'enjeu des législatives en faveur de la liste, du candidat arrivé en tête à la présidentielle. C'est aussi pour cela qu'on veut absolument convoquer la constituante et passer à une 6e République. Mais quand vous parlez de cohabitation, est-ce que vous pensez vraiment que la France insoumise pourrait, là, déloger la République en marche et avoir une majorité à l'Assemblée nationale? Les sondages ne veulent pas dire grand-chose. Là, en ce moment, on va bien voir ce qu'il en sera au moment du vote. Parce que vous avez, dans ces élections législatives, énormément de circonscriptions où on est en capacité de se maintenir au second tour. Et il n'y a pas une majorité dans ce pays qui adhère au programme de M. Macron. On a vu déjà à la présidentielle, beaucoup avaient voté pour M. Macron, ne serait-ce qu'au premier tour, pour essayer de s'éliminer un deuxième tour Fillon-Le Pen, et pas par adhésion au programme ultralibéral de M. Macron. Bon. Donc là, s'il y a 400 députés, il n'y a pas d'adhésion à la République en marche. Mais vous ne pouvez absolument pas, scientifiquement, pouvoir vous assurer quel va être le processus. D'accord ? Par contre, ce qui est très problématique dans notre démocratie, c'est le fait qu'on nous fasse des sondages aussi réguliers, c'est qu'on crée une ambiance qui démobilise un camp et qui favorise un autre. Sachez, et moi je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, qu'il y a environ 70% des circonscriptions, si on fait les projections du vote Jean-Luc Mélenchon du premier tour de l'élection présidentielle, plus de 75% des circonscriptions, on est en capacité d'être présent au second tour de la législative. Donc il faut rien lâcher. Il faut se dire non pas les pleins pouvoirs à ce candidat, à ce parti de la finance, des intérêts du MEDEF. Regardez, il n'y a que Gattaz qui est ravi de la réforme de casse du Code du travail. Il n'y a que les hauts salaires qui sont ravis de cette hausse de la CSG, quand elle va par contre très fortement gréver les petites pensions de retraite à 1 200 €. On va écouter Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a pris la parole ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Je crois au respect dû à des interlocuteurs légitimes. Et donc, j'ai indiqué à l'ensemble des organisations syndicales et patronales qu'elles allaient être traitées sur le même pied toutes, il n'y a pas d'organisation plus légitime et moins légitime, et que nous allions rentrer dans une discussion sérieuse, approfondie, intense. Nous nous sommes donné le temps de l'été pour discuter. Il y a 48 réunions techniques qui sont prévues avec la ministre du Travail. 48 réunions techniques avec la ministre du Travail. Nous allons discuter de beaucoup de sujets que nous avons mis sur la table sans aucune volonté de cacher quoi que ce soit. Le Premier ministre, il n'avance pas masqué, finalement. Il dit aux électeurs, voilà, on va faire cette loi travail, voilà le calendrier, voilà la méthode. Donc si les électeurs votent pour La République En Marche, ils savent pourquoi ils votent, non ? Vous avez vu, après les révélations à la fois du Parisien et de Libération sur ce que pourrait être le contenu des ordonnances, ont-ils clarifié? Ont-ils dit clairement aux électeurs, ben voilà ce qu'on va faire. On va faire en sorte que l'inversion de la hiérarchie des normes permette que les accords d'entreprise puissent vous faire travailler plus que ce que ne le décrivent les conventions collectives, et en plus vous serez payé moins. Et d'ailleurs on pourra vous licencier très facilement, ce sera défini dans votre contrat de travail de manière quasi sans problème. Et qui est entretenu. Mais écoutez, c'est scandaleux, c'est vraiment, c'est de la communication marketing. On promet des dizaines et des dizaines de rendez-vous avec les organisations syndicales, mais on ne dit pas noir sur blanc quelle va être la feuille de route. Sur la base de quoi est-ce qu'on va voter aux élections législatives? Le programme de En Marche est totalement flou, c'est honteux. Ça n'est pas démocratique de fonctionner de la sorte. Surtout pour que, au final, ce soit par ordonnance. C'est-à-dire exactement comme le 49.3. C'est-à-dire que sans débat mais finalement, les syndicats ne contestent pas tellement ça. Il y aura quand même un débat au Parlement avec une loi d'habilitation, une loi de ratification. C'est pas la même chose qu'un vrai débat parlementaire avec une procédure d'amendement. C'est pas la même chose quand vous y allez comme ça à la schlag avec des ordonnances. Vous savez, le mouvement En Marche, c'est vraiment En Marche ou crève, parce qu'au final, c'est un siècle d'acquis conquis par le mouvement des salariés dans ce pays, de droits, de protection sociale qui sont mises à terre. Et maintenant, il veut s'attaquer à l'assurance chômage, il veut s'attaquer aussi à la protection sociale. Et les cabinets des ministères sont truffés de lobbyistes ou d'anciens de la direction du MEDEF. Ça ne peut pas avoir un effet sur la baisse du chômage. On voit qu'aujourd'hui, on a un chômage qui est très très fort en France, autour de 9%, même plus de 9%. Est-ce que vous pensez que ça ne peut pas avoir un effet bénéfique finalement? Est-ce qu'il ne faut pas tenter ça? On ne crée pas de l'emploi en facilitant les licenciements, première chose. Deuxièmement, attention, on peut créer de l'embauche. En Allemagne, par exemple, on nous vend le fait qu'il y a moins de chômage qu'en France. Sauf que le taux de pauvreté est beaucoup plus important parce que se sont développés énormément de travailleurs pauvres, avec des contrats de travail qui ne protègent absolument pas. Regardez le développement de l'ubérisation. On se retrouve avec, dans beaucoup de secteurs, pas simplement taxi, VTC, mais aussi la livraison à vélo, mais plein d'autres métiers
métiers de service qui se retrouvent ubérisés, où le recours au statut d'auto-entrepreneur devient la norme. Résultat, les entreprises ne prennent plus de responsabilités et ceux qui travaillent eh bien, se retrouvent dans une fragilité absolue et avec des revenus bien inférieurs au SMIC. Alors, ils ne sont pas comptabilisés dans les chiffres du chômage, mais on a déjà plus de 9 millions de pauvres. Est-ce que c'est pas ça la priorité dans ce pays? Pendant ce temps, on a des dividendes des actionnaires qui explosent. Donc le problème, ça n'est pas de baisser les salaires. Le problème, au contraire, c'est de redistribuer les richesses, de réduire le temps de travail et de se dire c'est quoi nos besoins? Nos besoins, c'est la transition énergétique. La question écologique est centrale. Donc, concentrons la création d'emplois dans cet objectif. Vous êtes candidate, ça veut dire que si vous êtes élue, vous ne voterez pas la confiance ah non, c'est clair que non. au gouvernement? Avec moi, c'est clair, moi. Bien sûr que non. Je ne voterai pas la confiance. Je me battrai contre la loi travail et je participerai à l'ensemble des mobilisations dans le cas où la France insoumise n'est pas majoritaire. Et puis, si par contre, la France insoumise est majoritaire, mais alors là, la vie des gens peut changer. Et là, les jours heureux peuvent revenir parce que nous pouvons à la fois réduire le temps de travail, créer bon nombre d'emplois avec un programme de 100 milliards d'investissements au service du 100% d'énergie renouvelable. Vous n'avez pas de regret de ne pas avoir conclu d'accords nationaux avec le Parti communiste ou avec les écologistes, justement, pour essayer d'avoir cette cohabitation que vous espérez? Mais on a toujours regretté que le Parti communiste claque la porte. Là n'était pas notre souhait. Maintenant, on constate que vous auriez eu plus de députés peut-être? La démarche citoyenne que nous avons enclenchée, elle porte ses fruits. Et que les autres réalisent de ne pas avoir voulu participer à cette belle dynamique où on fédère les citoyens et les citoyennes autour d'un programme, eh bien peut-être faire en sorte que des candidats France Insoumise ne puissent pas rester au second tour. Tout ça parce que certains auront maintenu coûte que coûte leur petit candidat pour l'apparition de leur propre petit parti. Alors qu'aujourd'hui, je pense que la démarche, elle est à... Moi, je suis coordinatrice du parti de gauche, donc c'est important pour moi un parti. Eh bien, mon parti se met en disponibilité. Vous ne voyez pas le logo de mon parti sur les tracts. Et pour autant, je suis persuadée que je ferai un bien meilleur résultat, que les candidats France Insoumise feront un bien meilleur résultat. Par la dynamique et la cohérence du programme. Il y a des tensions quand même entre la France Insoumise, entre le Parti communiste. Une certaine composante du Parti communiste, parce que sur le terrain, il y a plein d'endroits où il y a à la fois des candidats communistes qui sont dans la France Insoumise, des militants sur le terrain qui travaillent ensemble à la même démarche. Est-ce que néanmoins, ces députés-là qui seraient élus pourraient siéger dans un groupe commun à l'Assemblée nationale? Écoutez, on verra. D'abord, c'est sur un programme qu'on fait tout cela. Mais là, déjà, ce qu'il faut, c'est gagner... C'est pas sûr, quoi. C'est pas sûr qu'on puisse s'entendre à l'Assemblée. Si, je vois pas pourquoi on s'entendrait pas. Je pense que tout est possible. Tout dépend le programme. Nous, quand on proposait au Parti communiste, justement, de rentrer dans le cadre de la démarche France Insoumise, c'est qu'on pensait qu'y compris sur le contenu programmatique, ils pouvaient essayer de sortir de leur carcan, parfois, de certains d'entre eux qui n'assument pas de sortir, par exemple, du nucléaire, de remettre en cause un peu le modèle productiviste. Donc, nous, on pense toujours qu'on peut convaincre sur le fond et être dans la même démarche. D'ailleurs, sur le terrain, beaucoup de candidats communistes, je le répète, sont dans la démarche France Insoumise. Pour bien distinguer les candidats de la France Insoumise, c'est pas compliqué. Sur tous les bulletins de vote, vous aurez le FI. Le FI bleu de France Insoumise. Voilà, ce seront eux les vrais candidats de la France Insoumise, soutenus par Jean-Luc Mélenchon. Alors, on a retrouvé Julien Drey. Je vous propose qu'on l'écoute. Il s'est exprimé ce matin chez des confrères. On l'écoute. Le parti travailliste anglais était condamné par tous les commentateurs, quand Jérémy Corbyn a pris la direction, à disparaître. On nous annonçait même de nouvelles formations politiques. Il vient de fait de remporter, ou en tous les cas de se remettre au cœur de la vie politique anglaise. Theresa May perd pour le Parti conservateur la majorité absolue. Je prends par exemple l'Espagne, c'était la même chose. On nous annonçait la naissance d'une nouvelle formation politique autour de Podemos. Le Parti socialiste espagnol est aujourd'hui en train de se reconstituer. Ça sera la même chose. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, effectivement, pour le Parti socialiste, entre ce qui se passe chez nos voisins, au Royaume-Uni, en Espagne, et puis ce qui peut se passer en France? Écoutez, vous savez, Jérémy Corbyn est beaucoup plus proche dans ce qu'il défend de Podemos ou de la France Insoumise que du Parti socialiste français. Pour vous, il est plus proche de la France Insoumise, Jérémy Corbyn. Écoutez, alors avec des différences, néanmoins, mais je veux dire, le Parti socialiste, qui n'existe quasiment plus en France, qui est vraiment en processus de pasokisation, au nom de PASOK, le parti sociodémocrate grec. Le Parti socialiste français, finalement, a fait le choix de dériver en parti social-libéral. Regardez la cohérence de la loi El Khomri, regardez la cohérence des politiques d'austérité. C'est vous qui incarnez la gauche aujourd'hui, c'est ce que vous dites ? Monsieur Corbyn, il incarne quoi? Le refus des politiques d'austérité, le refus qu'on saccage les services publics, le refus qu'on casse les réglementations et le code du travail. La gauche, c'est vous ? Tout ce qu'a fait le Parti socialiste pendant le quinquennat de Hollande,
Ça a été de regarder la loi Touraine, la mise à terre de l'hôpital public, regarder les promesses de Macron qui est issu de ce milieu-là, qui est dans la continuité, la dureté, 120 000 fonctionnaires en moins. Ça veut dire quoi, la gauche, c'est vous aujourd'hui? Ben, écoutez, oui, le progrès, l'humanisme social écologique, c'est la France insoumise et le programme L'Avenir en commun qui l'incarne aujourd'hui. Une question sur le MoDem. Il y a un ex-collaborateur de Jean-Luc Benamias qui a dénoncé la réalité de son emploi au Parlement européen. Est-ce que pour vous, il y a les taux qui se resserrent autour du MoDem au gouvernement? Mais pas uniquement du MoDem, hein. Il y a aussi l'affaire Ferrand, c'est tous les jours qu'on a un nouvel épisode, exactement comme pendant l'affaire Fillon. Finalement, M. Macron, qui se présentait un peu comme une marque de lessive, je vais laver plus blanc que blanc, il n'y aura plus de corruption et de collusion d'intérêts en politique. Mais finalement, c'est une caricature. On se retrouve avec un ministre qui n'est toujours pas démissionné et qui est vraiment empêtré dans des affaires dignes de celles de François Fillon. Vous avez les affaires du MoDem. Pour vous, il devra partir, Richard Ferrand, après le 18 juin? Il devrait partir. Non, mais il devrait partir maintenant. La preuve que ce gouvernement poursuit la continuité de la collusion d'intérêts et de la corruption des gouvernements précédents, c'est justement M. Ferrand qui reste membre de ce gouvernement. Mais il n'y a pas de mise en examen. Il n'y a pas de mise en examen, mais enfin, on il y a la présomption d'innocence de monsieur Fillon à un moment donné. Il y a la présomption d'innocence, mais il y a la question éthique. Il y a la question de la vertu républicaine. Ça peut être légal d'embaucher sa famille. Ça peut être, visiblement, l'affaire sur les mutuelles de Bretagne sont légales. Vous savez, il y a beaucoup de procédures d'optimisation fiscale qui sont légales. Sauf qu'elles sont extrêmement choquantes. Elles vont à l'encontre de l'intérêt général. Est-ce que François Bayrou peut mener ce projet de loi sur la moralisation de la vie publique avec cette affaire qui entoure le MoDem? D'abord non, et puis je trouve que son projet de loi est pipeau. Nous, on pense qu'il faut plutôt permettre au peuple de réécrire les règles du jeu. Et on proposerait un référendum révocatoire. Voilà une mesure qui serait très concrète. Que les citoyens, à mi-parcours d'une élection, s'ils ne sont pas d'accord avec leurs élus, à quelque niveau que ce soit, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses ou qu'ils sont dans une situation de corruption, de collusion d'intérêts, qu'ils puissent avoir le droit de convoquer un référendum permettant la révocation des élus. Moi, je suis prête à me l'appliquer, la révocation des élus. Merci Danielle Simonet. Vous êtes coordinatrice du parti de gauche et candidate pour la France Insoumise dans la 6e circonscription de Paris.